Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Il est 23 heures. On regarde le titre de ce dernier journal. Acquitté par la Cour pénale internationale après un long feuilleton judiciaire, Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire. L'ancien président a foulé le sol ivoirien ce jeudi 17 juin, après 10 ans d'absence. Et le retour de Laurent Gbagbo est forcément le synonyme de la réconciliation nationale, une dynamique enclenchée par le gouvernement ivoirien depuis plusieurs années avec le retour progressif de tous les exilés politiques. Dans cette édition, nous parlerons des grands pas du gouvernement en la matière. Des combats ont eu lieu à In-Araban, près de Ménaka au Mali, dans la zone des 3 frontières. Des combats au cours desquels plusieurs terroristes ont été tués ou capturés. L'armée française a d'ailleurs annoncé l'arrestation vendredi dernier d'un cadre du groupe État islamique au nord du Grand Sahara, plus connu sous le nom d'Abu Darda. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. C'est dans l'après-midi que l'avion qui ramenait l'ancien chef de l'État de Bruxelles s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le film de son retour avec Herman Guibé. L'actualité politique ce jeudi, marquée par le retour de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, après 10 ans passés loin de la Côte d'Ivoire. Présent pour l'occasion des médias nationaux et internationaux, les règles de sécurité sont strictes, des périmètres sont établis pour éviter tout débordement. Pour saluer son retour en Côte d'Ivoire, sa famille politique et biologique, ses camarades de lutte sont présents sur l'esplanade du pavillon présidentiel. Pour chacun d'entre eux, ce retour de Laurent Gbagbo contribuera certainement au renforcement de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Toute la classe politique ivoirienne va avoir là une opportunité historique d'enfin dialoguer physiquement, vous voyez, à l'africaine, sous la Bapalab ivoirien, pour pouvoir offrir aux générations à venir des sillons nouveaux, pour pouvoir tracer une paix durable et entamer enfin un vrai processus de réconciliation. C'est un sentiment de joie. Nous espérons qu'avec son retour, la réconciliation va s'accélérer. Naturellement, ce processus va prendre beaucoup plus d'ampleur, ça va s'ancrer, n'est-ce pas, dans le pays. L'on note également la présence de têtes couronnées venues de Gagnoa. Ces pères de Gagnoa, de la région du Gord, sont venus l'accueillir pour lui souhaiter bienvenue dans son pays. La présence de Laurent Gbagbo n'est qu'un élément de la réconciliation. Un retour de Laurent Gbagbo facilité en Côte d'Ivoire après de multiples échanges avec le gouvernement ivoirien, signe de cohésion et d'ouverture. Un enjeu salué par les personnalités politiques présentes. La réconciliation, c'est une vraie opportunité. Nous sommes là pour que évidemment, la réconciliation vraie, la paix et la cohésion débutent. Je pense que la Côte d'Ivoire avait besoin de ce retour. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à quelques jours, quelques semaines, vous verrez que le processus sera enclenché. Il suffit qu'il parle, la parole guérit. On ne peut faire la réconciliation sans que l'ensemble des acteurs concernés ne soient présents. C'est le début d'une ère nouvelle pour la Côte d'Ivoire. 15h45, l'avion transportant à son bord Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État, atterrit. Après un tour au pavillon ministériel, il reçoit les premiers mots de bienvenue de ses partisans. Les services de sécurité sont débordés. Difficile de capter des images plus rapprochées de l'ex-président. Son cortège quitte l'enceinte de l'aéroport, direction le quartier général du Front populaire ivoirien. Et avant d'être acquitté en appel le 31 mars dernier, Laurent Gbagbo aura passé 8 ans dans le pénitencier de Scheveningen à La Haye, aux Pays-Bas. Dans ce reportage que je vous propose de suivre, la rédaction de RTI 1 vous replonge dans les conditions de sa mise en liberté en appel et ses moments d'incarcération. Retour sur les faits marquants de son procès avec Gabriel Zani. Ce jeudi 17 juin, Laurent Gbagbo revient de Bruxelles après son acquittement en appel prononcé le 31 mars dernier. Ce retour, après des années de procès, s'apparente à une autre vie qui débute pour le fondateur du Front populaire ivoirien. Tout commence avec le refus de l'ancien président de céder le pouvoir à l'actuel président Alassane Ouattara, vainqueur au terme de l'élection présidentielle de 2010. Arrêté le 11 avril 2011, il est placé à l'hôtel du Golfe,
puis transféré à Korogo dans le nord du pays, où il sera assigné à résidence. Quelques mois plus tard, le 18 août 2011, Laurent Gbagbo est inculpé et placé en détention préventive pour crime économique. Il est incarcéré 8 mois en Côte d'Ivoire. À partir du 30 novembre 2011, à la suite de son inculpation par la Cour pénale internationale pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, il est incarcéré au centre de détention de la Cour à La Haye aux Pays-Bas. Les avocats de Laurent Gbagbo réclament sa relaxe. Son procès conjoint avec celui de Charles Blé Goudé s'ouvre à La Haye le 28 janvier 2016. 82 témoins pour l'accusation, des centaines de requêtes et de décisions. Le 15 janvier 2019, Laurent Gbagbo est acquitté par la CPI après plus de 7 ans de prison préventive. Le lendemain, la CPI suspend sa remise en liberté après un nouvel appel déposé par la procureure Fatou Bensouda. Celui-ci doit être examiné sur le fond par la Chambre d'appel le 1er février 2019. Dans la même décision, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libérés sous condition. Laurent Gbagbo est toutefois tenu de résider en Europe en attendant un éventuel procès en appel. Le 16 septembre 2019, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, fait appel de l'acquittement. Laurent Gbagbo demande à la CPI la levée des conditions de sa liberté conditionnelle le 7 octobre 2019. Le 6 février 2020 s'ouvre le procès en appel devant la CPI pour la levée intégrale de la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. Alors que la procureure générale et l'accusation plaident pour la reprise du procès en appel, la défense réclame la relaxe de son client. En mai 2020, la CPI lève plusieurs contraintes de la liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo. En particulier, il récupère son passeport et la possibilité de sortir de sa commune de résidence. Le 31 mars 2020, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale rejette les requêtes de la Chambre d'accusation, ce qui confirme la mise en liberté définitive de Laurent Gbagbo. Et depuis l'annonce de son retour au pays, Mama, le village de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, attend avec impatience son fils. Population autochtone, allogène, dignitaires religieux et autorités coutumières préparent activement ce retour dans la paix et la tranquillité. Nogat Dogui, Moussa Konaté. Ouragayo, chef-lieu de sous-préfecture dans la région du Go, continue d'être animé. 7 km plus loin, l'on découvre Mama. Les voies d'accès sont nettoyées, le centre de santé et la paroisse ont pris un coup de fraîcheur. Tout indique ici, aux visiteurs de la localité, qu'un événement heureux est attendu. On a nettoyé le village, on a balayé, tout est propre, celui là-bas même là. Chaque jour, on s'en travaille là-bas, tout est propre là-bas. On l'attend. Ça fait 10 ans, on n'a pas encore vu, parce qu'il nous est manqué. C'est mon père d'abord. Un grand frère et un parent. On attend son arrivée. Voilà. C'est son arrivée, on attend. Vraiment, on avait besoin de lui il y a longtemps. On est très contents, on est très fiers. La résidence de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo, située à l'entrée du village, a fait sa toilette. Aux abords, des travaux sont en cours. En l'absence du chef du village, venu à Abidjan pour l'accueil, le chef de terre nous livre ses sentiments. Les Ivoiriens, depuis un moment donné, nous sommes sur la voie de nous réconcilier. Et la plupart disaient que oui, si Gbagbo vient, c'est là on aura une très bonne réconciliation. Je remercie aussi le président Ouattara, parce que dans son discours, il avait dit que oui, Gbagbo est libre de rentrer dans son pays quand il veut. Donc ce terme-là, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Au détour d'une rue, un visage bien connu, Kadi Célestin dit docteur vis-à-vis, ou encore appelé Vieux Ménécri. Du haut de ses 115 ans, il nous gratifie de son message que seules les oreilles très fines peuvent comprendre. La droite que les gens voient, qu'eux ne reviennent plus là, il est parti, mais il est en train de venir me rejoindre. Oh, il y a là les lolis, le ciel. Je vous le disais en titre, le retour de Laurent Gbagbo est forcément le synonyme de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Un retour qui s'inscrit dans la volonté du président Alassane Ouattara de renforcer la cohésion sociale dans le pays. Le dossier politique de ce jeudi retrace justement les grands pas du gouvernement au profit de la réconciliation nationale. Un dossier signé Alexis Ouedraogo. Laurent Gbagbo est de retour.
Acquitté par la Cour pénale internationale, il regagne Abidjan ce jeudi. Face à lui, un État résolument engagé à bâtir une nation avec tous ses fils. Tout part d'une décision, celle du chef de l'État Alassane Ouattara d'impulser une dynamique nouvelle au processus de réconciliation nationale. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément au texte en vigueur, des avantages dus aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Une décision saluée dès les premières heures par les populations qui y voient un coup d'accélérateur à l'unité nationale. Avec elle, Charles Blé Goudé, président du COJEP. Je voudrais saluer cette décision du chef de l'État ivoirien qui, à n'en point douté, participera à la décrispation de l'environnement sociopolitique dans notre pays. Sur le terrain, les choses ne se font pas attendre. Le 30 avril à la primature, le chef du gouvernement Patrick Hachi reçoit la plateforme EDS. J'ai informé le Premier ministre de la mise en place du comité national d'accueil du président Laurent Gbagbo, qui a en son sein des personnalités originaires de toute la Côte d'Ivoire et qui veulent que la réconciliation se fasse. Dans la foulée, le ministère de la Réconciliation nationale mis sur pied tourne à plein régime. Plusieurs personnalités longtemps restées en exil et rassurées par les engagements du chef de l'État pressent à la porte. Il était de notre devoir de venir exprimer notre reconnaissance au gouvernement qui a facilité ce retour. Nous sommes venus participer à ce processus qui, pour nous, avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation. On a mieux que ce soit. Nous sommes tous heureux que vous soyez revenus, à commencer par le président de la République qui lui-même a facilité tout ça. Sur la scène politique, l'on reste bien conscient de cette dynamique de réconciliation prônée dès les premières heures par Alassane Ouattara. On peut noter la mise en place de structures de réconciliation nationale, le dialogue politique et l'amnistie du 7 août 2018. En raison de mon attachement à la paix et à une réconciliation vraie, j'ai procédé ce lundi 6 août 2018 à la signature d'une ordonnance portant amnistie. Plus de 800 personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise de 2010, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo et les anciens ministres Lida Kouassi et Assou Adou sont concernés. L'engagement personnel du président de la République nous permet d'avancer. Et de sa position, il tire. Et il engage tout le monde. Il embarque tout le monde dans cette vision-là d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Une vision partagée par la plateforme EDS. Je me réjouis du fait que ce retour se fait en collaboration avec le pouvoir actuel. Ça, c'est une bonne chose. Il faut qu'on ait une réconciliation vraie pour une paix durable. Et je pense que le moment est venu de le faire. Pour le directeur exécutif du RHDP, l'heure est à la construction de la nation. Hommes politiques que nous sommes, nous menons des combats conformément à nos convictions. Mais aujourd'hui, le combat qui vaille, c'est celui de la paix. C'est celui du renforcement de la cohésion. Donc, nous changeons de champ de bataille. Et je voudrais appeler tout le monde à s'inscrire dans ce champ de bataille pour la paix, pour la cohésion. Parce que notre pays, fort de sa diversité, sera encore plus fort lorsque nous renforcerons cette cohésion, mais quand chacun de nous, la paix, la volonté de la paix, soit une réalité. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, va plus loin. Avec la réconciliation nationale, il faut aussi embrasser le pardon. Il n'y a pas
de raison que nous ne soyons pas réconciliés. Cette crise a été terrible, mais je crois que l'on doit savoir pardonner et l'on doit savoir passer à autre chose. Passer à autre chose, tourner ensemble les sombres pages du passé, la Côte d'Ivoire solidaire veut aujourd'hui se construire dans son unité. Retrouvez. Réconciliation nationale, les grands pas du gouvernement ivoirien, un dossier d'Alexis Ouedraogo à revoir sur RTI 1. Et ce communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante, porte à la connaissance de la communauté nationale que la période de réception des dossiers des candidatures aux élections sénatoriales partielles le 31 juillet 2021 est prorogée jusqu'au samedi 19 juin 2021 à 12 heures précises, fait à Abidjan le 17 juin 2021, signé par le secrétaire permanent Kwame Adjoumani Pierre. Le ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense a visité ce matin l'hôpital militaire d'Abidjan. Téné Birahima Ouattara est allé s'enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs. Il a traduit l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre afin de faire de cet établissement un hôpital de référence à Boussanogo. Une visite pour toucher du doigt le quotidien des personnels du service de santé des armées. C'est le sens de la présence du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, à l'hôpital militaire d'Abidjan, construit en 1980 et qui dispose d'un plateau technique performant, répondant aux exigences de la population en matière de santé de proximité. Téné Birahima Ouattara a donc visité les anciens et les nouveaux bâtiments réalisés dans l'enceinte. Les personnels du service de santé des armées voient en cette visite un réel motif de soulagement. Notre hôpital connaît aujourd'hui de nombreuses difficultés que votre avènement à la tête de l'institution militaire contribuera certainement à régler. Nous en voulons pour preuve la grosse épine de 26 millions de francs CFA que vous venez de nous enlever du pied en autorisant le financement des travaux de notre bloc opératoire. Cet acte fort va relancer nos activités. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, a dit l'engagement du gouvernement à continuer à améliorer les conditions de vie des militaires. L'hôpital militaire d'Abidjan doit être soutenu. Il doit être soutenu pour plusieurs raisons. C'est une structure de santé qui existe depuis bientôt 40 ans, qui a fait son bout de chemin, qui a connu un développement appréciable, mais comme partout ailleurs, où il reste encore beaucoup à faire. Malheureusement, avec l'avènement de la Covid, donc un certain nombre d'investissements qui devaient être réalisés ont malheureusement pris du retard. Mais je peux rassurer que nous allons tout mettre en œuvre pour que donc, ces investissements complémentaires qui devaient être réalisés puissent l'être donc le plus rapidement possible. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a exprimé par ailleurs la compassion et la solidarité du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement aux militaires blessés à Téhéni. Notons que l'hôpital militaire d'Abidjan abrite toutes les spécialités médico-chirurgicales et reçoit environ 75 000 patients par an. La troisième édition du Forum international de logement social économique et de standing s'est ouverte mercredi à Abidjan. Pendant 3 jours, promoteurs, acquéreurs et autorités gouvernementales vont mener des réflexions sur la problématique du logement en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a dressé le bilan des acquis. Bruno Nabagné-Koné a aussi présenté l'ambition de l'État de réaliser 150 000 logements. C'est un reportage de Dangui Dangui. À l'initiative de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, la 3e édition du Philos a enregistré la participation des acteurs d'autres pays, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. Ils veulent s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de logement. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment permettre à nos concitoyens qui sont dans le secteur informel de bénéficier des logements dont nous parlons. C'est vrai que tout le monde ne peut pas être propriétaire en même temps, mais c'est de trouver un mécanisme de sorte qu'à terme, cela soit propriétaire. L'immobilier au Burkina, j'allais dire, entre guillemets, est au stade embryonnaire. Et voilà. Comparé à la Côte d'Ivoire, nous verrons qu'il y a une longueur d'avance.
nous nous sommes dit que la Côte d'Ivoire est un pays frère. Nous pouvons aussi approcher afin d'avoir leur expérience et partager la nôtre, afin que nous puissions aussi bâtir notre pays. La Côte d'Ivoire fait face à un déficit en logement estimé à plus de 600 000. Selon le ministre de la Construction, le pays ambitionne de réaliser 150 000 logements dans le cadre du plan national de développement 2021-2025. Au niveau du logement social, il y a un certain nombre de solutions que nous avons proposées, notamment la purge par dation, donc qui, au lieu de remettre de l'argent aux détenteurs de droits coutumiers, permet de leur établir des actes et d'urbaniser en quelque sorte leur environnement, donc de donner de la valeur à la zone dans laquelle ils sont. La deuxième chose, ce sont des solutions de parafiscalité, faire en sorte que les constructions les plus riches puissent soutenir le logement social. Cette troisième édition du Philos sera marquée par des panels et conférences sur des thématiques liées à la sécurisation du foncier et le financement du logement. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 17 juin. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 17 juin 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 2886 échantillons prélevés, soit 1,4% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 17 juin, la Côte d'Ivoire compte donc 47 973 cas confirmés, dont 47 346 personnes guéries, 306 décès et 321 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 681 693. Le 16 juin, 5 420 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 718 197 doses administrées. Et le ministre de la Santé rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Et justement, le ministre de la Santé, Pierre Demba, a réceptionné 100 000 doses de vaccins Pfizer, des vaccins qui seraient efficaces à 95% selon plusieurs études. Notons que plus de 700 000 doses de vaccins AstraZeneca acquises par la Côte d'Ivoire depuis le début de la campagne ont été utilisées. Le pays compte acquérir des millions de doses pour vacciner à terme 8 millions d'Ivoiriens. Evelyne Yoboué, Grascando. Réception de 100 620 doses de vaccin Pfizer à Abidjan ce jeudi 16 juin 2021 en provenance des États-Unis. Selon le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, ce vaccin est réservé aux personnes de plus de 18 ans n'ayant jamais reçu de dose d'AstraZeneca. Le gouvernement, dans son plan de riposte, dès que les vaccins ont été disponibles, s'est approvisionné par le mécanisme COVAX pour avoir un premier contingent de vaccins. Donc d'abord, nous avons obtenu 554 000 doses que nous avons démarré en mars. Au début, c'était timide. Grâce à l'intensification, la sensibilisation qui a été faite, nous avons épuisé ce stock. Pour des raisons logistiques, ce vaccin ne pourra pas s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il sera disponible seulement à Abidjan. Après cet arrivage, on va avoir d'autres vaccins dès la semaine prochaine et ça nous permettra donc d'assurer la continuité vaccinale. Selon plusieurs études, l'efficacité du vaccin des laboratoires Pfizer est évaluée à 95%. La Côte d'Ivoire compte d'ici la fin de l'année 2021 avoir au moins 700 000 doses de vaccins pour freiner cette pandémie. On parle maintenant de politique. Avec les dernières législatives, le RHDP compte maintenant 4 sièges de députés sur 8 dans la Maraoué. Un progrès que les militants et responsables du parti ont tenu à célébrer. Le reportage de Jeanne Atoubé. Le RHDP en force et en puissance, place Kinkin à Boiflé. L'ambiance rappelle le lancement et l'apothéose de la campagne présidentielle dans la Maraoué pour le compte du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Comme pendant ces moments, Adam Kone, l'une des têtes fortes du RHDP dans cette région, et le député de Boiflé, Isiaka Kone, ont réussi la grande mobilisation dans une totale communion de tous les élus, cadres militants et sympathisants de ce parti pour fêter la victoire du RHDP. Merci à nos mandants. Même lui qui ne nous a pas voté, on lui dit merci. Parce que s'il ne m'a pas voté, demain il peut me voter. Depuis très longtemps, le RHDP n'avait pas encore eu ce nombre de députés dans toute la Maraoué. À son temps, nous avons 2 députés sur 8. Aujourd'hui, nous en avons 4.
petit à petit, je pense que très bientôt, nous allons tout rafler. Comme les élus, cadres et militants du RHDP de la Maraoué, des chefs traditionnels de Boisflé, Bono, Saint-Fra et Zenoula ont pris l'engagement solennel de soutenir le président Alassane Ouattara. Merci au chef de l'État. Merci pour tout ce qu'il a fait pour Boisflé, à travers tous les investissements massifs qui ont été faits à l'honneur des populations. Pour dire combien de fois nous adhérons à l'action du gouvernement au profit des populations de Boisflé. Ce dont la Maraoué a le plus besoin aujourd'hui, c'est de réconciliation, c'est de solidarité, c'est de cohésion et de paix dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est le développement. Les besoins dans la Maraoué sont énormes, mais c'est ensemble que nous allons donc continuer à les déterminer et à les porter donc à la connaissance de qui de droit pour nous aider à faire en sorte que nos parents puissent être heureux où ils se trouvent. La fête de la victoire du RHDP dans la Maraoué, une véritable démonstration de la vitalité de ce parti et sans doute aussi un signal à ses adversaires pour les futures échéances électorales. Messe de requiem ce jeudi à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan pour Monseigneur Bruno Kwame. Décédé le 17 mai dernier, la levée de corps de ce serviteur du Christ a été l'occasion pour les fidèles chrétiens de prier pour le repos de son âme. Quelques instants après, la dépouille a été transférée à Abengourou où il sera inhumé demain vendredi. Notons que l'évêque était âgé de 94 ans, dont 65 années de sacerdoce. Franck Quadio. Il personnifie la foi dans la durée et dans le temps. Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abengourou, décédé le 17 mai dernier à Boaké, reçoit à Abidjan l'hommage de sa famille diocésaine, de celle biologique, de ses enfants dans la foi, des autorités administratives et politiques ainsi que celles religieuses avant l'ultime départ vers Abengourou, là où tout a débuté le 31 mai 1981. À la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, l'homélie est dite par Monseigneur Maurice Kona, évêque émérite de Daloa. L'essentiel, à retenir le modèle parfait du Christ que le défunt aura copié toute sa vie et que nous sommes invités aujourd'hui à imiter. Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a quant à lui décrit l'homme et sa résilience dans l'accomplissement de l'œuvre chrétienne. Tu as été un poteau indicateur, montrant toujours la voie du Christ. Oh, Seigneur, aide-moi à lui dire merci pour tout ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il a donné à l'église d'Abidjan, puisqu'il y est passé 20 ans, pour tout ce qu'il a donné à l'église d'Abengourou. Tu es resté jeune malgré ton âge. C'est un homme de courage extraordinaire. Monseigneur Bruno Kwame, troisième évêque du diocèse d'Abengourou en 1963, était affublé du célèbre surnom « Monseigneur, je ne mourrai pas », et cela a raison. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a eu 2 évêques qui sont morts dans un laps de temps. On dirait que personne ne voulait aller au diocèse d'Abengourou. Et puis il a été choisi. Et quand il est parti, il dit qu'il y a eu 2 décès avant moi. Mais moi, je ne mourrai pas. Voilà l'histoire. Je ne mourrai pas, non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas s'en est allé dans la félicité céleste. Ses proches et enfants spirituels retiennent beaucoup de lui. Il est fils du Morono, donc c'est un parent qui nous quitte. Nous savons tous ce que Monseigneur Bruno Kwame représente en Côte d'Ivoire. Tout le travail missionnaire qu'il a fait pour le rayonnement de l'Église catholique. Et aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est vrai qu'il monte vers le Père. On rend grâce au Seigneur qui nous l'a donné parce que c'est un homme de joie, un homme de foi. C'est un frère qui est parti, c'est un frère en Dieu. Et donc, nous sommes donc venus ce matin participer à cette messe qui a été dédiée à son endroit afin que Dieu l'accueille dans son paradis céleste. Monseigneur Bruno Kwame, né en 1927, s'est endormi dans la paix du Seigneur à l'âge de 94 ans. Doyen de l'épiscopat catholique ivoirien, il totalise 40 années de ministère épiscopal et 65 ans de sacerdoce ministériel. Le dernier hommage lui sera rendu à Abengourou et l'inhumation y est prévue le vendredi 18 juin. Et retourne seul.
On termine ce journal au Mali où des combats ont opposé mardi dernier des soldats nigériens et français lors d'une opération conjointe de reconnaissance à des djihadistes du groupe État islamique du Grand Sahara. L'armée française évoque une dizaine de terroristes tués ou capturés et annonce l'arrestation vendredi dernier près de Ménaka d'un cadre du groupe État islamique au Grand Sahara, Dadi Ould Shaib, plus connu sous le nom d'Abou Darda, ancien membre du Moujao, groupe djihadiste qui avait occupé le nord du Mali en 2012 avec Ansardine et Acmi. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une agréable fin de soirée sur RTI 1. Bonsoir et que la paix soit chez vous.